Bonjour Philippe. Bonjour Luigi. Philippe, vous êtes anthropologue, vous Oui. travaillez sur le rapport entre la nature et la culture. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu plus? Oui, tout à fait. Lorsque j'ai commencé dans cette carrière, il y a pas mal d'années, une trentaine d'années, j'ai commencé, comme le font la plupart des anthropologues, par une enquête ethnographique en Amazonie équatorienne. Et l'objectif de cette enquête, qui a duré plusieurs années, pendant laquelle j'ai vécu avec une tribu d'Amérindiens qui s'appelle les Achuars, c'était de comprendre quel était leur rapport à leur environnement. Et donc cette expérience m'a conduit à, au fil du temps, essayer de comprendre précisément comment, dans différentes régions du monde, on construit ces rapports de continuité et de discontinuité entre les humains et les non-humains de façon générale. Pour vous, Philippe, c'est quoi un être vivant et c'est quoi être vivant? La plupart du temps, ces définitions du vivant vont bien au-delà de ce que nous définissons comme des organismes. C'est-à-dire que les définitions du vivant, elles incluent aussi assez souvent ce que nous appelons nous des artefacts, c'est-à-dire des objets fabriqués par les humains. En particulier, dans certaines civilisations du type de celle où j'ai eu le privilège de vivre pendant quelques années en Amazonie, on considère que certains objets, je pense au sarbacane par exemple, ou bien à certains instruments de musique, sont des êtres vivants au même titre que les plantes et les animaux. Ailleurs est vivant tout ce qui participe d'un mouvement de flux. Donc tous les éléments, si vous voulez, qui sont internes au monde et dont on peut penser qu'ils permettent le développement de ce monde. Le monde est conçu comme un assemblage d'éléments vivants qui est animé en somme par un mouvement de reproduction et de développement de soi-même. Alors moi, dans ma famille, j'ai des ancêtres. Il y a mes parents, il y a mes grands-parents. Puis avant eux, il y avait mes arrière-grands-parents, puis mes arrière-grands-parents, etc. C'est ça qu'on appelle les ancêtres chez nous. Pour vous, anthropologue, ça commence quand et ça commence comment? Alors pour un anthropologue, les parents, ce n'est pas des ancêtres nécessairement. Il faut peut-être faire une distinction. Vous avez des parents, moi aussi, et ils ont des parents, etc. Les appeler ancêtres, c'est quelque chose d'un peu particulier. Dans certains types de civilisations, dans certains types de sociétés, on a des ancêtres. C'est quoi des ancêtres? Eh bien, ce sont des parents qui sont en fait pas tout à fait morts, auxquels on rend un culte et qui vous ont en quelque sorte donné certaines des caractéristiques morales et physiques que l'on possède. Alors ça, c'est présent aussi dans la théorie de l'hérédité, mais aussi les biens dont on dispose, votre nom, les prérogatives dont on peut jouir, et d'une certaine façon, c'est quelque chose de très lourd, c'est-à-dire qu'au fond, on porte sur ses épaules le poids de ses ancêtres. Puis il y a des sociétés où il y a des parents. Alors ces parents, ben, évidemment, ils remontent très très loin, jusqu'à un moment où finalement, c'est passé un processus d'hominisation sur lequel on commence à avoir un peu plus de lumière maintenant, mais qui s'est produit dans une très longue durée. Au fond, on est bien embarrassé lorsqu'il s'agit de définir un moment à partir duquel on va dire que l'homme moderne, c'est-à-dire l'homo sapiens sapiens, a émergé. Il y a deux grands éléments importants. C'est d'une part l'expansion du cerveau, puisque finalement nous sommes une espèce qui a un cerveau tout à fait considérable en volume par rapport à la masse corporelle, et puis probablement les conditions physiques pour l'émission d'un langage articulé, et c'est quand même un point important dans ce processus d'hominisation. Cela dit, certaines espèces animales, encore une fois, montrent des capacités qui sont assez proches de celles des humains, et par conséquent, la distinction qu'on avait l'habitude de faire, les distinctions, parce qu'il y en a de nombreuses, qui ont été choisies au fil du temps entre les humains et les animaux en particulier, s'effilochent, si vous voulez, parce qu'on s'aperçoit que de plus en plus, il y a certaines compétences, certaines dispositions qui sont présentes aussi chez des espèces animales. On s'est aperçu en étudiant
notamment des primates supérieurs, notamment des chimpanzés en liberté, qu'il y avait un très grand nombre de traits de leur système technique qui variaient. Techniques de chasse différentes, techniques de percussion différentes pour casser les noix, etc. On s'est aperçu aussi que pour les mêmes techniques, ils pouvaient inventer, et même on voyait sous nos yeux se développer d'autres techniques nouvelles. Évidemment, ce n'est pas la machine à vapeur, ce n'est pas Michel-Ange. Néanmoins, c'est la preuve que dans le monde animal aussi, il y a des variations techniques. Voilà. On s'est aperçu que les systèmes de communication non humains pouvaient, à certains égards, ressembler en tout cas au langage humain. Je pense aux travaux de Marler sur les pinsons, par exemple. Il a montré qu'à l'intérieur de cette île, il y avait des dialectes différents entre groupes de pinsons. Ah oui, d'accord. Et que ces dialectes étaient transmis par le père, en l'occurrence. C'est-à-dire qu'ils apprenaient à chanter dans un dialecte particulier. Donc vous voyez que la frontière entre humain et non humain est beaucoup plus floue maintenant, grâce aux travaux en éthologie, qu'elle ne l'était il y a une quarantaine d'années. On m'a aussi parlé des espèces. On en a déjà parlé un peu. Pour vous, c'est quoi une espèce? C'est comme une famille ou c'est autre chose? Il y a différentes conceptions d'espèces. Pourquoi? Parce que au fil du temps, les gens n'ont pas manqué de s'apercevoir qu'il y avait des animaux qui se ressemblaient. Ouais. Et ces animaux, on pouvait donc les regrouper à l'intérieur d'un ensemble en leur donnant un nom. Pour la société dans laquelle, par exemple, j'ai travaillé, mais c'est le cas aussi en Amazonie, c'est le cas dans d'autres régions du monde, c'est le cas dans le nord d'Amérique du Nord, c'est le cas en Sibérie, une espèce, c'est comme une sorte de tribu. C'est-à-dire, au fond, tous les individus d'une espèce se ressemblent par leur corps. Chaque espèce a un monde qui est le prolongement de ses organes. Et donc, le monde de chacune de ces espèces est un monde clos. C'est un monde, le monde d'un poisson. Oui. Pour revenir au poisson, c'est un monde qui est celui auquel il a accès selon l'espèce de poisson, mais qui lui va rendre peu probable qu'il entre jamais en contact avec un aigle harpie, par exemple, ou avec, même peut-être à la limite, un papillon. On m'a dit qu'on était des animaux sociaux et qu'il y avait aussi des animaux eusociaux. Si vous voulez comparer les insectes sociaux et les sociétés, il faut bien voir que c'est quelque chose qui n'a de sens qu'à l'intérieur d'un cadre de référence intellectuelle qui s'est mis en place au XIXe siècle et qui est inconcevable partout ailleurs. Oui, Au fond, je vais vous donner un exemple animiste, amazonien. Très bien, ça me plaît. On considère que les animaux, par exemple, ont des systèmes sociaux analogues à ceux des humains. Pourquoi? Eh bien parce que les animaux se voient comme des humains. Et à partir du moment où ils se voient comme des humains et ils nous voient, nous, comme toute autre chose que des humains, en général, ils nous voient plutôt comme des prédateurs, ils ont, de ce point de vue-là, légitimement conscience d'avoir une vie sociale identique à la nôtre. Et donc les Amérindiens disent, oui, les animaux se voient comme ayant des maisons, comme ayant des chamans, comme ayant des rituels, comme cultivant du manioc, etc., puisque c'est la façon dont ils voient, eux, les choses. Alors on peut appeler ça de l'anthropomorphisme, de l'anthropocentrisme, si on veut. Oui, c'est d'une certaine façon de l'anthropocentrisme, de l'anthropomorphisme, mais ça veut dire aussi qu'au fond, ça reconnaît à des non-humains une capacité de construire des mondes qui est aussi grande que celle qui est reconnue aux humains. Et c'est ça la différence, si vous voulez, entre la conception de société de ce type et la nôtre. Merci Philippe. Pas de quoi, Luigi.